Bonjour et merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Il est 8 heures passées de quelques poussières de minutes. C'est l'heure de prendre le vol dans la balade matinale. Armez-vous de patience, de courage, de persévérance et surtout de beaucoup de ténacité pour ceux-là qui ont fait la fête. Le week-end, le lundi, risque d'être long pour vous, mais prenez tout dans la positivité. Tâchez surtout de sourire et d'être heureux. Malgré tout, c'est parti pour une nouvelle semaine sur Radio Gina, une autre journée qui débute avec tous les espoirs, avec tout ce que vous avez comme en tête. Osez rêver grand, c'est possible de réaliser tous ces rêves. Je vous installe confortablement avec Fifi Rafiatou. Fifi Rafiatou avec Ilé pour vous accueillir dans la balade matinale. Merci d'être des nôtres. Très bon début de semaine à tous et à chacun. Je le disais tantôt, il faudra s'armer de beaucoup de patience pour pouvoir traverser toutes les épreuves qui vont se dresser à vous tout au long de cette semaine. Gardez ce mot à la tête, la patience. Et parfois, ces fruits sont bien meilleurs que lorsqu'on est empressé, lorsqu'on s'empresse de faire les choses. Aujourd'hui, une personne merveilleuse souffle une bougie de plus. Goretti Kakai, je te souhaite tout le meilleur, que tes vœux les meilleurs se réalisent en cette journée. Le 31 mars également est célébrée la journée internationale de la visibilité trans. Nous faisons donc un clin d'œil à toutes ces personnes non-voyantes qui vont malgré tout. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la femme pour boucler ce mois de la femme. Le calvaire des femmes face à la loi, c'est le sujet de la balade matinale. En ce jour, pour en parler, nous sommes avec Sonoku Ayede. Il est greffier. Bonjour, monsieur. Bonjour madame et Comment ça va? bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Diana. Je me porte bien et vous-même? Je vais bien également, merci d'être des nôtres ce matin. Alors, depuis 1946, l'égalité femmes-hommes est un principe constitutionnel. La loi garantit aux femmes dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes, malgré un important corpus législatif pour l'égalité professionnelle. La situation des femmes reste un peu fragile à celle des hommes. On va en parler donc ce matin. Quand il s'agit de la loi, les femmes rencontrent plusieurs obstacles, que ce soit en termes de paternité ou en termes d'autorité parentale. Et quand il s'agit encore de divorce, c'est la femme qui en pâtit. Monsieur le greffier, quels sont les obstacles selon vous qui empêchent les femmes de jouir pleinement de ces droits dont les hommes jouissent sans en parler? Aujourd'hui, la loi, quelle qu'elle soit, protège les femmes au même degré que les hommes. Et le calvaire des femmes, dans le sens que vous l'abordez, Oui. va peut-être se situer dans une condition ou dans un aspect où les droits que la loi accorde aux femmes peinent encore à se concrétiser. Justement, pourquoi est-ce que cela peine à se concrétiser? Oui, parce que notre société a toujours été patriarcale. Et à partir du moment où la loi reconnaît aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes, oui. Cette époque-là, je veux dire que cette époque est récente. Et de là à aujourd'hui, la société peine encore à concevoir ou à recevoir ces innovations-là. Ah, d'accord, je comprends mieux. En fait, c'est dû au fait que pendant longtemps, ce soit les hommes qui soient au devant de tout. Mais maintenant, malgré le fait qu'on accorde aux femmes leurs droits, c'est encore difficile pour les hommes ou pour les deux sexes? Je crois que des deux côtés. Des deux côtés. Il y a même des femmes qui ont du mal à s'affirmer parce que dans la tête, ça a toujours été comme ça. Et elles ont du mal à s'affirmer ou à se mettre au même niveau que les hommes. Parce qu'elles se disent depuis toujours, c'est l'homme qui a dû prendre les décisions, donc c'est lui. En quoi la législation actuelle est-elle inégale ou discriminatoire à l'égard des femmes dans ces domaines? Je ne dirais pas que la législation est discriminatoire à l'égard des femmes. Elle est plutôt protectrice des femmes. Parce que lorsque vous rentrez dans un foyer, du point de vue légal,
la loi dit que la femme et l'homme ont les mêmes droits. Oui. Entre-temps, on dit que l'homme est le chef de la famille. Vous ne verrez plus ça. Aujourd'hui, on dit que la femme et l'homme assurent la direction de la famille. C'est ce que disent les textes. C'est ce que disent les textes, le code des personnes de la famille. D'accord. Alors là, on ne pourra plus parler de la discrimination, mais plutôt on est dans une égalité homme-femme. Mais comment se fait-il que, je prends juste un cas palpable, hein, quand arrivent les divorces, par exemple, Justement. et que l'homme ou la femme soit amené à prendre la responsabilité des enfants, souvent ce sont les hommes qui remportent la bataille, comme quoi la femme ne travaille pas, la femme n'a pas une condition qu'il faut pour assouvir aux besoins des enfants. La procédure judiciaire, de manière générale, Oui. c'est un combat. C'est la raison Du plus fort. du plus fort légalement. D'accord. C'est-à-dire que lorsque vous avez des armes juridiques, à votre avantage, vous l'emportez. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes de ces armes-là? Nous prenons un couple qui a divorcé avec un enfant, par exemple. Voilà. Quelles sont les lois qui permettent à l'un ou à l'autre d'avoir la garde de l'enfant? Oui, cette procédure est encadrée par le Code des personnes de la famille. D'accord. Et lorsque nous sommes en instance de divorce et que j'ai des arguments que le divorce, la faute qui occasionne le divorce provient de vous, D'accord. que vous avez peut-être une inconduite notoire, on ne peut pas vous confier la garde des enfants. On doit vous la retirer pour Et la confier remettre à à l'époux l'autre. qui fait preuve de responsabilité D'accord. et qui prouve qu'il peut assurer l'éducation et pourvoir aux besoins des enfants. Et ça, est-ce que ce sont des enquêtes que l'on fait pour savoir que voilà, réellement, celle-ci ou celui-ci n'est pas garant des lois ou ne peut pas avoir la garde des enfants, ou juste le juge prend la décision en voyant les deux partenaires? Il y a déjà la procédure, c'est toute une panoplie d'écriture. Lorsque vous allez en procédure judiciaire en matière civile particulièrement, vous écrivez. Je suis l'époux, j'écris. Oui. Vous êtes l'épouse, vous répondez. Je D'accord. réplique, ainsi de suite. Et c'est avec ces écrits-là que Le nous juge devons convaincre le juge pour penser du côté de l'un ou de ou l'autre. de l'autre. Alors, lorsque vous faites des déclarations et que ces déclarations-là sont suffisamment convaincantes, on n'a pas besoin de procéder aux enquêtes. Mais la loi autorise quand même le juge à procéder aux enquêtes À des en cas de enquêtes. besoin. En tout cas, j'approfondis la question parce que souvent, ce sont des situations qui se posent. C'est ça. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai écouté une femme là-dessus qui me disait qu'elle est encore en train de voir quoi faire pour qu'après 7 ans de leur enfant, que l'époux, enfin l'ex-époux, ne lui retire pas la garde de cette Voilà. dernière, parce que le monsieur est reparti se marier, cette dernière, elle est encore seule. Et donc, selon la loi, celle qui est seule, qui n'est pas en couple, n'est pas habilitée à prendre des décisions pour un enfant. Oui, la précision est bien faite. Avant l'âge de 7 ans, on ne peut pas confier la garde de l'enfant à l'homme. D'accord. Elle dit qu'elle attend les 7 premières années de l'enfant pour tout faire et conserver la garde de l'enfant. Voilà. Justement. En fait, la loi ne vise que l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque vous n'êtes plus ensemble, que ce soit une séparation de corps ou le divorce, Oui. la loi vise l'intérêt supérieur de l'enfant. On confie l'enfant à celui qui peut assurer son éducation, je venais tantôt de le dire. D'accord. Alors, lorsque vous êtes seul au foyer et que le monsieur est en couple, il présente toutes les garanties pour éduquer l'enfant, pour voir ses besoins et voilà, convenablement. Pourquoi ne pas lui accorder la garde où l'enfant se sentira en famille, dans une famille pleine. Lorsque la femme est seule, il manque quelqu'un au foyer, oui. il manque l'homme. Il faut confier l'enfant à son père. Parce qu'il faut quand même les deux figures pour éduquer justement un enfant. pour éduquer l'enfant. Il y a plusieurs paramètres quand même qui sont pris en compte lorsqu'il s'agit d'attribuer la garde à l'un ou à l'autre des époux. Et l'aspect du couple n'est qu'un. Ah,
justement. C'est juste un aspect parmi plusieurs. C'est Elle ça. peut avoir aussi ses raisons d'un côté ou d'un autre. Il y a plusieurs raisons qui... D'accord, on va approfondir cela un peu plus en détail dans C'est ça. quelques instants. Alors j'aimerais qu'on parle aussi d'un autre sujet. Pourquoi les femmes sont souvent désavantagées quand il s'agit du partage des biens, du partage d'héritage lorsqu'un parent décède et qui est, je prends juste un exemple, 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, 2 hommes, 2 femmes, à qui on doit léguer des choses. Parfois on prend le malin plaisir à tout confier aux hommes. Légalement, la loi ne fait pas de priorité. On ne vous donne pas la gestion ou l'administration des biens issus de la succession parce que vous êtes homme, mais parce que vous êtes capable de le faire. Mais c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Oui, justement, les gens sont plutôt conservateurs. Ah oui. Les gens sont conservateurs. On vit toujours à l'ancienne époque. À l'ancienne. Et alors, il faut du temps pour permettre à tout un chacun d'accepter ce qui s'impose à nous aujourd'hui. Oui. Et lorsque ça arrive, ce genre de cas, cette situation, quels sont les recours que les 2 autres sœurs qui ont été peut-être lésées, à qui on n'a rien donné, quels sont les recours qu'elles peuvent entreprendre pour pouvoir entrer en bien de leur possession? C'est une action civile devant le tribunal de grande instance. Vous introduisez une action et vous réclamez. Si les biens sont en train d'être mal gérés, si les biens sont en train d'être mal gérés, vous introduisez une action pour demander au juge soit le partage, soit la désignation d'un administrateur autre que celui qui est déjà là. On peut prendre une personne extérieure même qui viendra administrer. Extérieur, oui, si si vous êtes tombé d'accord. Ou encore un greffier, ou je dis ça, je dis rien moi. Si les héritiers sont d'accord, on prend une personne extérieure qui vient administrer vos biens. Mais conformément à ce que vous aurez décidé ensemble. Justement. Ça veut dire que et les 2 autres sœurs et les 2 frères ont les mêmes droits devant la loi. J'aurais bien voulu que cette émission soit interactive pour que ces femmes qui jusqu'ici peinent à prendre ce qui est à elles dans la société, qu'elles sachent que les droits des femmes sont tout autant respectés que celui des hommes. Alors pourquoi la charge de la preuve repose-t-elle souvent sur les femmes dans ces affaires? Parce que quand on parle de loi, quand on parle d'avoir droit à ceci ou à cela, que ce soit dans une situation de couple ou dans une affaire de succession, souvent ce sont les femmes qui se disent: mais moi, je dois forcément faire recours à la loi. C'est vrai qu'il y a les préjugés, c'est vrai qu'il y a les antécédents et tout, mais pourquoi c'est toujours les femmes qui sont lésées en cette matière-là? En réalité, c'est comme ça que cela doit fonctionner. Dans une situation où nous ne sommes pas en procès, chacun est censé être propriétaire de ce qu'il a sous sa main. C'est-à-dire, en fait de meubles, chez nous, ça c'est le meuble, possession vos titres. Pour les immeubles, cette présomption ne s'applique pas. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de procès, il n'y a pas de procédure, chacun vit paisiblement. Mais lorsque je vais renverser l'ordre des choses, pas renverser au sens propre du terme, lorsque je veux dire que la bouteille d'eau que vous avez ne vous appartient plus, elle est plutôt il me revient de prouver qu'elle ne vous appartient pas. Et c'est à moi d'apporter les preuves. C'est ainsi pour les femmes qui se sentent lésées, que ce soit dans le foyer ou dans le cadre familial. Et souvent, dans ces cas, les femmes n'ont pas souvent l'audace, je veux dire, d'aller au bout des procédures. Elles commencent très bien, mais après, elles abandonnent. Je crois qu'il y a la pression familiale qui est là, sociale qui est là. Lorsque vous commencez, il y a des oncles, des tantes, peut-être même les parents directs qui vous mettent la pression, on évoque un certain nombre de raisons qui vous amènent à abandonner. Mais de plus en plus, il faut reconnaître que les femmes se débrouillent pas mal pour surmonter rentrer en possession de leurs droits. Justement. En tout cas, pour celles-là qui savent qu'elles ont des droits et qui les revendiquent, les réclament comme il faut, c'est déjà bien. Pour la majeure partie, je vais dire, qui encore reste dans le doute, est-ce qu'il faut aller réclamer ce qui est mien ou pas?
là, je pense qu'un travail doit être fait, que ce soit psychologique ou un travail d'ordre général. Alors, quel recours existe-t-il pour une femme dont l'ex-conjoint refuse de verser une pension alimentaire? D'abord, la pension alimentaire, c'est le devoir que de l'homme ou c'est des deux conjoints? C'est des deux conjoints. L'homme Puisque comme la aujourd'hui, femme, oui. nous sommes dans une situation où la femme a les mêmes droits que l'homme. On ne peut plus mettre la pension alimentaire à la charge uniquement de l'homme. Ouais. Voilà. Lorsqu'il y a séparation et que l'un des époux doit assurer la garde de l'enfant, l'époux à qui on a retiré la garde se doit de verser la pension alimentaire à celui qui a la garde. Alors, Je vais approfondir un peu ce côté. Oui. Pourquoi est-ce que cela a été décidé de la sorte? Oui, justement. Lorsque nous sommes ensemble, nous avons un enfant. Oui. La loi dit que nous contribuons tous les deux à dépenses l'éducation des enfants, au charge du ménage et tout. Et lorsque nous ne sommes plus ensemble, c'est vrai, nous n'avons plus un ménage commun, mais il y a un enfant qui nous lie et qui a la charge de l'un des époux. Exactement. Et il faut toujours pourvoir ses besoins, assurer son éducation et tout. Et l'époux qui n'a pas la garde ne peut pas se soustraire du fait qu'il n'a pas la garde pour ne plus contribuer à ce qui est en réalité sa responsabilité. Et que dit la loi en ces termes? Quel recours la femme a-t-elle face à un époux qui refuse catégoriquement de prendre ses responsabilités? Lorsque vous êtes légalement marié, oui. Vous pouvez saisir le juge aux affaires matrimoniales pour contraindre le mari qui abandonne sa responsabilité à l'assumer. Et si vous n'êtes pas marié légalement? Lorsque vous n'êtes pas légalement marié, vous saisissez le tribunal pour enfants. Le juge des enfants, c'est lui qui s'en charge. Vous avez aussi la possibilité, lorsqu'on vous condamne déjà à verser la pension alimentaire à votre époux ou à votre épouse et que vous n'obtempérez pas, on peut saisir l'autre époux peut saisir la chambre correctionnelle du tribunal. Et là, c'est pénal. Vous risquez une condamnation pénale. Donc, ce sont les trois voies de... Est-ce qu'il n'y a pas des exigences? Parce que je vois des femmes, ou j'écoute des femmes dire je suis allée en justice 1, 2, 3 fois pour qu'il verse la pension alimentaire. Ouais. Il ne le fait pas. Ah, mais je n'ai pas autre recours, en fait. Oui. Peut-être que c'est une méconnaissance de la loi. D'accord. Lorsque vous allez au civil, on condamne la personne à vous verser une pension. Elle commence par le faire ou elle ne le fait pas du tout. Elle s'arrête à un moment donné. Vous avez la possibilité de saisir le juge pénal. Là, c'est plus contraignant. D'accord. Lorsque vous voyez la prison venir, vous voyez l'amende venir, vous vous dites que j'ai intérêt à l'exécuter. Et là, vous le faites rapidement. Maintenant, en contrepartie, ce dernier qui verse la pension alimentaire, qu'est-ce qu'il bénéficie exactement? Parce que l'un a et l'enfant et la pension alimentaire, l'autre, finalement, il bénéficie de quoi? En réalité, le fait d'avoir la garde de l'enfant n'est pas un privilège. Ah oui? C'est une responsabilité. Ah, c'est ce que les gens pensent que d'avoir... C'est une responsabilité. Et donc, on ne peut pas dire que vous avez et l'enfant et la pension alimentaire. La pension, c'est pour l'enfant, justement. Vous voyez? C'est pour que l'autre ne soit pas à l'écart de l'éducation de l'enfant. Parce qu'après tout, l'enfant vous appartient à tous les deux. Et lorsqu'il grandira, il ne va pas faire de distinction. Et donc, en versant la pension alimentaire, il n'est pas mis à l'écart, on va dire, de l'éducation de ce dernier. C'est ça. Il doit contribuer. Il doit contribuer. Mais est-ce que c'est ce qui est fait réellement aujourd'hui? Nous attendons une femme vivement sur ce plateau pour pouvoir défendre ses droits. J'espère qu'elle arrivera d'ici la fin de l'émission pour qu'on puisse approfondir cette question. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans le cas togolais, sans vous mentir, peut-être que vous l'avez aussi constaté, hein, monsieur, les femmes sont lésées à tout point de vue. Il n'y a pas un point où on dira « Ah, là au moins... » leurs droits sont respectés. Il y en a tellement, les exemples, il y en a tellement que si je commence par les citer, on ne va pas en finir. Juste en matière d'égalité dans un service étatif, même dans l'administration, parfois vous voyez des dames mieux outillées, des dames qui maîtrisent même mieux leur travail que les hommes, mais qui sont moins payées. Ah oui, ça existe encore. Ben oui. Ça date de longtemps.
si ça existe encore, ces femmes-là ont le droit de saisir le juge. Mais on vous dira, si vous pour n'êtes pas réclamer. contente, madame, prenez la porte, quelqu'un Malheureusement. d'autre viendra prendre votre Mais place. si vous saisissez quand même le tribunal, c'est vrai, vous allez perdre votre travail, mais vous avez droit au dommage intérêt. Ça devient un licenciement abusif. Oui. Vous voyez? Sinon, de nos jours, la femme a le droit de percevoir le même salaire que l'homme. Justement mais parce qu'on effectue... En termes de procédure juridique, en fait, il se trouve que ça prend du temps aussi. Admettons que moi, aujourd'hui, je décide de réclamer ce qu'il me faut comme droit. Ouais. Je m'en vais quand même au niveau pénal, j'annonce et on me dit, d'accord, on va suivre votre dossier. Pour l'instant, vous restez à la maison. Vous savez le temps que ça prend pour entrer en possession de ces droits. Parfois, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Ouais, ça prend plus de 10 ans avant que la procédure n'aboutisse. Mais qu'est-ce que je fais, moi, pendant ce temps-là, en fait? La procédure judiciaire, malheureusement, elle est comme ça. Elle est longue, elle est vraiment chronophage. Et il n'y a pas moyen de faire que ça s'écourte un tout petit peu? Il n'y a pas moyen. Wow. Ça dépend même. Parfois, les parties elles-mêmes ont des intentions dilatoires. Je saisis le juge lorsque je sais que le droit n'est pas de mon côté. Je fais tout pour faire traîner la procédure, décourager mon adversaire. Afin que ce dernier laisse tomber. Mais est-ce que quand ça traîne, ça n'engage pas plus de frais? Ça engage plus de frais. Alors que l'autre sait pertinemment. Parce qu'il faut déjà faire des déplacements. Si vous avez un avocat, il faut le payer. Si plus la procédure dure, plus vous payez. Malheureusement. Et lorsque ça persiste, vous finissez par abandonner à un moment donné. C'est quand même dommage. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Farida Oro-Eddoyi, la responsable d'Alafia Culture, non, la promotrice d'Alafia Culture. Bonjour madame. Bonjour Joëlita. Comment ça va? Je vais bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Excusez-moi pour le retard. Bah oui, ça arrive. Surtout quand c'est le lendemain de fête. C'est compliqué. On sait ce que c'est. Joyeux Ramadan encore une fois. Merci beaucoup. D'accord. Alors, nous parlions du calvaire des femmes face à la loi, un cas palpable dont nous parlons. Il s'agit d'une femme qui ne bénéficie pas des mêmes rémunérations qu'un homme, bien qu'ayant les mêmes diplômes, bien qu'ayant les mêmes, les mêmes aptitudes. Et cette femme, pour aller réclamer, qu'est-ce qu'elle peut faire? En tout cas, est-ce qu'elles arrivent quand même à réclamer? C'est vrai qu'elles peuvent. Vous voyez réclamer, déjà, hein? Mais est-ce qu'elles le font? Est-ce qu'elles savent qu'elles doivent réclamer? Parce que normalement, selon ce que je sache, et ce que je sais, c'est qu'elles doivent réclamer ces droits qui peut-être avec comment ils appellent ça? Tribunal du travail ou bien chez les inspecteurs, elles doivent aller réclamer. Voilà. Mais est-ce que ça aboutit? Voilà, c'est la question qu'on se posait. Est-ce qu'elle a gain de cause à la fin? Est-ce qu'elle arrive à rentrer en possession de ses droits? Point d'interrogation. Et aussi, quand on sait qu'elle a démissionné d'un autre travail pour avoir réclamé ses droits, est-ce que l'autre employeur va accepter encore d'employer quelqu'un qui, finalement, va lui faire une procédure pénale? Vous voyez tout ce qui entoure la question? Sinon, la possibilité de rentrer dans ses droits, elle est garantie. Elle est garantie lorsque vous en apportez les preuves. La crainte, c'est ce que vous dites. Elle perd le boulot. 1, 2, elle va faire face à cette casquette-là, d'avoir réclamé son droit à son ancien poste. Voilà. Et on craint de t'engager au prochain poste. Vous voyez, donc face à tout ça, la femme se dit, c'est mieux que je laisse tomber. Voilà, elles n'ont pas l'habitude de réclamer. C'est ce que moi je me dis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Le problème se trouve à quel niveau? Au niveau des femmes? Des femmes, non. Je pense que c'est la loi où elle n'est pas protégée peut-être après avoir réclamé ses droits. La loi les protège suffisamment parce que la loi ne fait pas de distinction. C'est l'application de la loi qui pose problème. Lorsque vous allez dans les sociétés, dans les entreprises, c'est là que se trouve le problème. Si la loi prévoit et que vous n'appliquez pas, la loi ne sera pas effective. Et si on vous laisse et que vous ne réclamez pas vos droits, la loi ne pourra pas s'appliquer. Donc, soit les responsables des entreprises prennent leurs responsabilités et respectent la loi en ce qui concerne l'égalité
de l'homme et de la femme. Ou alors la femme se résout à saisir l'autorité compétente pour réclamer ses droits. En tout cas, le sujet, il est profond. Je crains même que d'ici la fin de l'émission, on arrive à trouver une solution. Parce que les femmes aujourd'hui, dans tous les domaines de la loi, je ne connais pas un seul domaine, à moins que Farida, il y en ait un, où la femme sait que, voilà, dans telle situation, c'est mon droit. Ceci m'appartient et elle se lève vaillamment pour aller réclamer ça. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle on trouve la femme et qu'elle revendique fièrement ses droits? Bon, il y a des exceptions. Hein. Les exceptions... mais la minorité arrive à réclamer ses droits. Et ses droits, lorsqu'elle sait qu'elle a droit à telle chose, elle arrive à réclamer. Mais la majorité, la plupart ignorent. Celles qui n'ignorent pas, on hésite aussi à le faire. Bon, qu'est-ce que les gens vont penser de moi lorsqu'il s'agit, entre parenthèses, de l'union de deux personnes, où tu es violenté, ou par exemple... c'est-à-dire lorsqu'il faut aussi divorcer, ou c'est en communauté de biens ou en séparation de biens, tu sais que tu as des droits s'il s'agit de la séparation de biens. Il y en a qui arrivent quand même à le faire, à prendre des avocats pour qu'on puisse les accompagner. Je pense que tu introduis si bien ce sujet de séparation ou non de biens. On va l'approfondir, communauté de biens. Est-ce que lorsque la femme s'en va signer, c'est un registre, qu'on signe au niveau de la mairie, est-ce qu'elle se rend compte réellement de ce qu'elle signe dans le papier? Quand on dit communauté de biens, séparation, est-ce qu'elle sait réellement ce qu'elle signe en fait? Je ne suis pas sûre. Généralement, ce sont des sujets qui se débattent à la maison avant d'aller devant le maire. Réellement? Réellement. Est-ce que ça se débat? Parce que lorsque intervient un divorce, ce qui se dit, ce que vous entendez, vous pouvez pas imaginer que ces deux-là se sont assis quelque part. Lorsque nous allons pour nous marier, nous devons nous entendre sur le régime sous lequel nous voulons nous marier. Sauf si l'un ou l'autre des époux ignore comment est-ce que ça fonctionne. La plupart des femmes, elles ignorent. Si elles ignorent, arriver devant le maire, on va poser la question et là, elle n'aura plus peut-être le temps de réfléchir à ce qu'il faut choisir. Peut-être qu'elle ne comprend même pas trop ce qu'on lui explique. Sinon, toute personne avisée ou tout couple avisé discute du régime avant d'aller voir le maire. Monsieur Sonoko, est-ce que vous voulez... Oui, Farida. Est-ce que je peux placer un mot? Lorsque moi, j'avais eu envie de faire un mariage, d'aller me marier à la mairie, oui. Mon partenaire, lui, ne comprenait rien. Communauté ou séparation de biens, lui, on s'en fout en fait. Problème. Oui. Allons signer. Il ne veut même pas signer. Il fallait le convaincre pour qu'il aille signer. D'accord. Mais là, le problème que j'avais eu, c'est que lorsqu'il s'agit de communauté de biens, je sais qu'il faut aller voir l'huissier. Le notaire. Le notaire. Oui, pour qu'on vous délivre le document. C'est là que j'ai eu le problème. Parce que le monsieur dit qu'il va nulle part. Donc, j'étais obligée, moi, de signer la séparation de biens, tout juste pour éviter les problèmes. Parce qu'il n'ira pas. Communauté de biens, qu'est-ce que cela stipule? La communauté de biens implique que tous vos biens que vous allez acquérir à partir de la date à laquelle vous signez le mariage vous appartiennent à vous deux. D'accord. Et que ni l'un ni l'autre ne peut aliéner, sinon disposer de ces biens-là sans le consentement de l'autre. C'est cela la communauté. Et lorsque le mariage est dissous, on procède à la liquidation de cette communauté-là. On va voir quelle partie ira à qui. D'accord. Voilà. Et ça, c'est juste les biens que vous avez acquis ensemble. Ensemble. Ce que vous aviez avant le mariage n'en fait plus partie. Ce que chacun a acquis avant le mariage. Admettons que j'ai ma maison avant le mariage, ce bien ne fait pas partie. Ce sont vos biens propres. Si vous vendez votre maison que vous avez acquis avant ou que vous avez acquise avant le mariage. Et que vous investissez avec l'investissement ou le retour sur cet investissement-là vous appartient. D'accord. Ça c'est clair. J'espère que c'est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, séparation de biens. La séparation de biens, chacun conserve la propriété de ses biens. Si, même à partir de la date du mariage, j'acquiers un bien, il m'appartient. D'accord. Et à la séparation, chacun repart avec ses biens qu'il a acquis.
Est-ce que finalement, c'est pas mieux la séparation? Finalement, je me dis que c'est mieux. J'ai bien choisi. Tout va dépendre. La séparation. Tout va dépendre en réalité de ce que vous exercez comme activité aussi. Lorsque vous êtes commerçant et que vous signez la communauté, c'est que vous mettez en jeu les biens du ménage. D'accord. Lorsqu'il faut saisir vos biens relativement à votre profession, c'est-à-dire vous êtes commerçant, vous êtes endetté, on veut vous poursuivre et saisir vos biens. On saisit les biens qui appartiennent du conjoint aussi à l'autre. Voilà. Les femmes doivent pouvoir comprendre cet aspect de la chose avant d'entrer dans ces termes légaux. Oui, normalement. Mais le constat que moi j'ai fait, c'est que les femmes, celles qui n'ont pas vraiment de moyens, qui cherchent à se marier avec quelqu'un qui... Pour ses moyens ou ses biens. Elles préfèrent la communauté de biens parce que c'est dit que ce qui appartient m'appartient. Mais je pense que c'est un danger. Ça va dans les deux sens. Ah oui? C'est celui qui n'a pas beaucoup qui veut la communauté. Oui. Logiquement. Oui, et ça peut être pour l'homme comme pour la femme. Il y a des couples où c'est la femme qui a plus de moyens que l'homme. Voilà. Mais maintenant, pour celui qui n'a pas autant de moyens, est-ce qu'il a une part de responsabilité à apporter en termes de communauté de biens pour que ce soit un peu quand même équitable? La contribution dont nous parlons ne se limite pas au matériel ou aux moyens financiers. La loi dit que lorsque vous assistez votre époux dans sa profession, vous contribuez également. Parce que vous n'êtes pas payé moi, je préfère prendre des exemples parce que les femmes comprennent mieux les exemples. Quand vous citez les lois comme ça, pêle-mêle, ça ne tombe pas bien dans leurs oreilles. Un homme qui travaille, qui est rémunéré à hauteur de 5 millions par mois, sa femme ne fait rien, elle s'occupe ne fait pas de travail administratif, je voudrais dire, je ne veux pas dire ne fait rien. Elle s'occupe des enfants, de la maison, de tout ce qui a à voir avec le fait que l'homme doit aller très tôt au boulot, revenir manger, être quand même en paix avec lui-même dans sa maison. Ça veut dire qu'elle contribue aussi au bien-être du foyer. Concourt à ce qu'on appelle la contribution. Parce que si elle ne le fait pas et que vous devez engager quelqu'un d'autre pour le faire, vous devriez lui verser un salaire. C'est cela la contribution. Et tout ça là est pris en compte lorsqu'il faut liquider la communauté. Voilà. Comment est-ce qu'on va prendre tout ça en compte? C'est-à-dire on n'évalue pas. On n'évalue pas, mais le juge va apprécier et saura quelle proportion Messieurs les juges, vous avez du boulot. Un gardien, une domestique, tout ça là, ils font attention à tout ça avant de distribuer. Non, pas forcément. Non, pas forcément. D'accord. Est-il que la femme sert à quelque chose dans la maison? Dans la maison. Elle ne peut pas être juste là. Peut-être qu'elle coordonne les activités des domestiques, des employés et tout ça. Mais c'est pas facile aussi d'être coordonnateur de tout ce que nous venons de citer. En tout cas, les femmes doivent pouvoir vivre sans crainte des violences liées au genre. Quand je parle des violences, c'est pas violence forcément dans un couple, mais il y a cette violence que la société elle-même fait subir à la femme, du fait que quand devant la loi, elle doit revendiquer ses droits, elle se dit non, pas pression de devoir subir ceci ou cela, elle laisse tomber. Je pense que la société et l'administration doivent pouvoir engager, je ne sais pas moi, une campagne ou un travail à l'endroit des femmes pour leur permettre de savoir aller revendiquer leurs droits, Farida. Est-ce qu'on peut les obliger à revendiquer leurs droits? Bon, c'est vrai qu'il faut aussi sensibiliser pour qu'elles sachent qu'elles ont la possibilité de revendiquer. Mais si elles ne le veulent pas, c'est ça aussi la question. Mais je me dis, bon, la campagne de sensibilisation, de plaidoyer, pourquoi pas. Les OSC le font déjà si bien. Avec certaines ONG de la place qui sont dans le domaine juridique, elles le font déjà. Parce que vous fouillez un peu sur les nets, vous voyez tout ce qu'elles font comme travail concernant la femme, les droits de la femme. Elles le font déjà, peut-être c'est dans Saint-Tué, pour les femmes rurales, pour qu'elles aussi aient l'information. Mais comment faire? C'est vrai qu'il y a maintenant des maisons de justice où la femme a la possibilité d'aller réclamer ses droits parce que c'est un peu plus proche d'elle. En tout cas, de plus en plus, ça va les réclamer, surtout en termes de pension alimentaire aujourd'hui. Il y en a qui ne blaguent plus. Oui, parce qu'elles ont maintenant l'information, elles savent qu'elles doivent réclamer. Bon.
Ça commence à venir. Alors, quelles complications les femmes rencontrent-elles lorsqu'un père refuse de reconnaître son enfant, par exemple? Lorsque vous faites face à ça, il faut dire que la loi, on parle de ce que dit la loi. Lorsque vous êtes légalement marié et que vous tombez enceinte, vous êtes femme, vous tombez enceinte, la loi dit que la paternité est celle du mari, de l'homme. C'est-à-dire nous sommes dans un lien de mariage, la femme tombe enceinte, l'enfant appartient au monsieur. Ça, c'est une présomption. Si le monsieur ne veut pas reconnaître l'enfant, il lui appartient d'apporter les preuves de ce qui n'est pas le père. Vous voyez? Mais lorsque vous n'êtes pas légalement marié, c'est la reconnaissance qui fait foi. Vous reconnaissez que vous êtes le père de l'enfant en allant à l'état civil pour le déclarer. Lorsque vous ne le faites pas, plus tard, vous pouvez le reconnaître par une décision de justice. Mais alors, si à un moment donné, que j'ai reconnu l'enfant avant ou pas, je dis n'être pas son père, je dois, comme je le dis, apporter les preuves. Tout ce qui atteste que je ne suis pas son père, je dois l'apporter pour que le juge apprécie et prenne une décision dans ce sens. Alors, vous aviez dit quelque chose au préalable, c'est-à-dire, après un temps, je décide de reconnaître la paternité de cet enfant. Pendant ce laps de temps-là, que fait la femme? Oui, si à la naissance, l'homme ne reconnaît pas l'enfant, il y a des femmes qui prennent la responsabilité de mettre quand même le nom du père sur l'acte de naissance de l'enfant. D'accord. Quitte à l'homme de le confirmer plus tard. Mais lorsque elle ne veut pas, elle peut donner son nom de famille à l'enfant et plus tard, si le père veut reconnaître, on revient. Il fait la reconnaissance et on corrige l'acte de l'enfant en y mettant le nom du père. C'est quand même irresponsable, ce genre de situation. Ça va dépendre. Bon, il y a des excusez un peu le terme que j'ai employé, c'est pas par la force des choses parfois. C'est trop compliqué d'aller mettre un nom, après on revient changer, après on retourne changer encore. Finalement, l'enfant, vous le mélangez. Moi, je me dis que c'est la femme qui connaît à qui appartient. C'est-à-dire, oui, son enfant, quoi. Donc c'est à elle. Elle de savoir à qui est le papa, le père de l'enfant. Donc, c'est lorsque je connais le nom du père de l'enfant, automatiquement, je mets son nom, même s'il ne le reconnaît pas. Est-ce qu'on a besoin d'une pièce justificative? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sciemment mettent le nom d'un autre homme à la place du nom du père de l'enfant? Oui. Les intérêts aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on pense que l'autre là est mieux placé pour s'en occuper. Très bien. Ou encore que le géniteur présumé n'a pas le droit sur cet enfant-là. Vous savez, dans la tête de la femme, il y a beaucoup de choses qui passent. Au moment où la femme était enceinte, a fait subir à cette dernière certaines choses qu'elle n'a pas pu digérer. À la naissance de l'enfant, elle met le nom d'une autre personne. C'est plus tard, quand tout revient à l'ordre, qu'elle avoue. Peut-être même l'enfant est déjà grand. Elle avoue et puis il faut revenir faire ces procédures-là. Et voilà. J'ai eu connaissance d'un cas où le monsieur, ils étaient tous jeunes. Et lorsque la fille a annoncé qu'elle était enceinte, il a réagi mal. Et puis automatiquement, elle s'est retirée. Il n'a plus de nouvelles de la fille. Elle s'est remariée après à un autre baobab du village. Le baobab a accepté. A donné son nom à l'enfant. C'est après des années qu'on le fait savoir qu'en réalité, que le premier fils de la famille est son enfant. Il dit, c'est vrai qu'elle avait dit qu'elle était enceinte, mais lorsqu'elle a disparu, lui ne savait pas qu'elle était vraiment enceinte. Il se disait que c'était une blague. Ça, par exemple, est-ce qu'on a le droit de redonner la parentalité au monsieur? Ça, ils n'ont pas changé de nom. Non, je veux savoir ce que dit la loi. Est-ce que la loi... Ah, d'accord. Oui. Il y a, lorsque un enfant n'est pas attribué à son véritable géniteur dès la naissance, vous avez un délai. Si c'est le père, s'il s'agit du père, la mère a le droit, sur les 2 ans qui vont suivre la naissance de l'enfant, elle a le droit d'exercer une action en recherche de paternité. D'accord. Si le père refuse et que la femme sait pertinemment que c'est lui le père, j'intente une action pour le faire reconnaître la paternité de l'enfant. Ok. Ça, c'est dans les 2 ans qui vont suivre la naissance de l'enfant.
si elle ne le fait pas, non, de 5 ans, excusez-moi, 5 ans. Si elle ne le fait pas, l'enfant, lorsqu'il aura grandi, lorsqu'il aura la majorité, à partir de la date à laquelle il acquiert 18 ans, à partir de la date où elle acquiert la majorité, l'enfant, il a encore 2 ans pour exercer l'action en recherche de paternité. D'accord. L'enfant lui-même ou la mère? L'enfant lui-même. La mère, c'est 5 ans après la naissance. D'accord. La mère ou le tuteur. L'enfant, c'est 2 ans après sa majorité. Lorsqu'il ne le fait pas, à 20 ans, il doit pouvoir le faire. Lorsqu'il ne le fait pas, il est folklore. Mais laissez tomber, qui veut donner son nom à l'enfant, qu'on lui donne comme le monsieur, le grand baba qui a donné son nom à l'enfant. Il a donné son nom. Lui, ça ne lui gêne pas qu'on dise que c'est lui le papa. Si ça arrange l'enfant, il n'y a pas de souci. Mais bon, actuellement, l'enfant sait que telle personne est son géniteur. Son père, oui. Mais le mot père est attribué à celui qui prend soin de l'enfant, le géniteur. Voilà. Il sait que c'est lui le géniteur, mais bon, il ne porte pas le nom de famille du monsieur. Bon, je vais citer un autre cas. Mais il y a un souci. Oui, il y a un souci que je voudrais soulever à ce niveau-là. Lorsque le baba ne sera plus, ces enfants peuvent se lever et dire qu'en réalité, cet enfant n'est pas du baobab. Oui. Et ça pose problème au moment de la répartition de l'héritage. Oui, c'est ça. Vous comprenez? Et si ce dernier prenait les mesures nécessaires pour que cet enfant aussi dispose de ce dont il a besoin, du nécessaire qu'il lui faut? Il fait un testament. Légalement, il fait un papier qui atteste cela. Il adopte l'enfant. Il adopte légalement. Et là, l'enfant peut donc bénéficier de... Ah oui. C'est compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Ces histoires de loi. Vous voyez pourquoi les femmes démissionnent finalement. Parce que, vous savez, la femme a différents cycles au cours d'un mois, on va dire, même d'une année, elle a différents cycles. Et pendant que vous passez par des périodes hormonales, si vous devez encore faire face à la loi, faire face à des violences, faire face à une procédure interminable, vous imaginez ce que c'est? Ça se comprend. C'est bon, laissez faire parce que moi j'ai autre chose à gérer. Et ça n'arrive pas qu'aux femmes. Hein. Ah. Même étant homme, vous vous fatiguez de la procédure, vous abandonnez. On laisse tomber. Oui, ça c'est des deux côtés en réalité. Wow. Nous avons encore 4 petites minutes avant de finir cette émission. J'aimerais qu'on aborde le côté violence. Quelle solution existe-t-il pour les femmes victimes de violences qui craignent de perdre la garde de leurs enfants face à un ex-conjoint manipulateur? Lorsque déjà vous êtes victime de violences, vous avez, on va dire, vous êtes favori pour emporter la garde de l'enfant. Un homme qui est violent, on craint de lui attribuer la garde de l'enfant. Et mais c'est pas souvent ce qui est fait, malheureusement, monsieur le greffier. On constate malheureusement que c'est la femme qui est violentée et quand elle décide de quitter le foyer, on lui arrache les enfants. Pars, tu n'es pas venu avec des enfants, tu repars sans des enfants. Face à un mari violent, la loi peut lui retirer la garde. Et ça ne va pas à son avantage, pas du tout. Lorsque on vous dit qu'une femme est victime de violence et qu'à la séparation, on attribue la garde de l'enfant à l'homme, c'est qu'il y a peut-être d'autres paramètres qui sont rentrés en jeu. Quel paramètre peut entrer en jeu quand si la femme n'a peut-être pas les moyens pour assurer la responsabilité. Mais pourquoi cette pension alimentaire existe au final? Et s'il est prouvé que l'enfant n'est pas en danger chez le monsieur, si les violences ne sont exercées qu'à l'égard de la femme, il n'y a pas de souci pour l'enfant. L'enfant peut rester. Donc, ce n'est pas la violence elle-même qui détermine à qui il faut attribuer la garde. C'est la personne même du monsieur et de la femme. D'accord. Très compliqué cette loi. Hein. Bon, on va faire comme on est dedans. Alors, quel rôle aujourd'hui les médias que nous sommes pouvons jouer dans cette lutte pour les femmes pour qu'elles bénéficient amplement de leurs droits, Farida? Les médias font déjà leur travail, mais on peut toutefois accentuer à travers la sensibilisation.
toujours sensibiliser. Par exemple, ce que la radio fait actuellement. Il y en a aussi qui passent par des écrits, les presses en ligne, les vidéos. On essaie de dénoncer et de sensibiliser sur les droits de la femme. Bon, c'est de continuer par le faire, surtout en langue. Régulièrement. En langue, hein? Oui, parce qu'il y en a qui ne sont pas lettrés. Il faut expliquer terre à terre la réalité, ce qu'elles doivent faire concrètement. On se dit que les femmes ont l'information, mais tu te rends compte, lorsque tu es avec certaines femmes, qu'elles ne maîtrisent rien même nous qui faisons tout le temps ces sensibilisations, il y a de ces lois lorsqu'on fait face. Voilà. Qu'on ne maîtrise pas. Donc imaginez pour celles qui exactement. Il faut que je lise et je relise pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Donc on va pas arrêter, il faut pas arrêter, on va quand même continuer par sensibiliser. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui n'ont pas encore commencé, je pense que ça doit être une responsabilité collective de tous les médias. Que ce soit la presse en ligne, la télé ou la radio, que tout le monde se mette pour qu'on puisse, surtout durant la période durant le mois de mars, par exemple, accentuer. Même en novembre, pour lutter contre la violence à l'encontre des femmes, on peut accentuer des sensibilisations dans ce domaine. Dans ce domaine-là. J'aimerais dire que parfois, les femmes, elles connaissent leurs droits. Elles connaissent, mais elles ne peuvent ou ne veulent pas les exercer. Par exemple, nous recevons des gens qui demandent des divorces, mais les femmes, je veux parler des femmes, elles n'ont pas les moyens. Le divorce, lorsque vous voulez enrôler, nous appelons enrôlement les procédures chez nous pour commencer la procédure. Lorsque vous voulez commencer, vous payez 16 000. Lorsque vous n'avez pas 16 000, vous ne pouvez pas aller demander le divorce, par exemple. Et parfois, la femme qui demande le divorce demande à son mari de lui payer les 16 000. Vous comprenez? Même moi, je ne paye pas. Faute de moyens, vous n'êtes pas en mesure d'exercer votre droit. Il n'y a pas une action sociale où, lorsqu'elle n'a pas les moyens, qu'on puisse l'accompagner. Oui, la loi parle d'assistance judiciaire, mais ça n'a pas encore, ce n'est pas encore effectif en réalité. Rares sont les cas où moi j'ai assisté. Je vais vous poser une dernière question, monsieur, avant qu'on ne se sépare. Comment est attribuée la garde des enfants en cas de séparation? Oui, je disais tantôt que l'on vise l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque vous ne vous entendez pas sur celui qui doit assurer la garde de l'enfant, le juge apprécie, au regard de vos déclarations et des témoignages éventuellement, qui peut assurer de manière efficace la garde de l'enfant. D'accord. Et c'est sur cette base-là qu'on attribue la garde à... Je prends le cas d'un mari décédé à qui on refuse d'attribuer... Enfin, la veuve à qui on refuse d'attribuer la garde des enfants, comme quoi elle n'a pas les moyens, alors que le mari a laissé quand même un héritage. Oui, si vous ne faites pas preuve d'une bonne conduite, on ne peut pas vous attribuer la garde, bien que vous êtes la mère de l'enfant. Et donc on attribue la garde de ses enfants. On va désigner une personne dans la famille ou une personne étrangère pour assurer la garde de l'enfant. Waouh. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que monsieur Sonokou aura le temps de repasser dans la balade matinale une autre fois. Avec plaisir. Pour approfondir d'autres sujets liés aux droits de la femme. Le calvaire des femmes face à la loi est vraiment... c'est un périple, pour ne pas dire un chemin de croix. On va en parler dans une autre émission. Farida, merci d'être passé dans la balade matinale. Merci également à vous, monsieur Sonokou. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes greffier. Quant à moi, je vous retrouve mercredi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. Portez-vous bien, agréable semaine, surtout dans la patience. Bye bye. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette.